J'ai eu l'occasion dernièrement de visionner le film Joker, alors un excellent film avec une composition d'acteurs incroyable, Joaquin Phoenix qui joue dans le rôle principal, où on voit la naissance du super vilain qui sera opposé à Batman dans la suite, hein, parce que j'imagine qu'il y aura forcément une suite. Alors, effectivement, le film est sympa, l'acteur est très très bon, euh, mais moi, il y a des choses qui m'ont frappé. J'ai l'impression que c'est un peu une sorte de film prémonitoire et surtout représentatif de l'époque dans laquelle on évolue, hein, puisque on voit que ce type-là, qui a eu une enfance pas très heureuse, on va dire, eh bien, à un moment, perd complètement la raison, hein, et il est le pur produit d'une société complètement décalante et déshumanisée. C'est très clair dans le film. Et puis, on voit aussi cette conjonction d'événements qui fait que il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, hein, qui protestent, hein, qui ont plus à bouffer, la vie est dure. Vous avez d'un autre côté ces fameux traders là qui se font défoncer par l'acteur principal à un moment parce que eux-mêmes sont complètement déshumanisés, sont dans une bulle, se foutent des gens. Et vous avez la réaction naturelle du peuple, hein, dans ces cas-là, qui va faire une chasse aux riches parce que c'est toujours la faute des autres, hein, et on se dirige vers un côté un peu communautariste, mais bon, au final, ce qui se passe, c'est le retour de la féodalité, c'est le bordel. Alors, effectivement, je vous apprends rien. Regardez en ce moment le Chili, regardez le Liban. D'ailleurs, au Liban, il me semble qu'il y a des manifestants qui étaient grimés comme le Joker, donc ce clown, hein. Vous avez Hong Kong qui était quand même un safe haven, hein, paradis du capitalisme asiatique, avec les manifestants. Alors, c'est pas simple non plus là-bas. On peut multiplier les choses. Vous avez en Espagne la Catalogne, vous avez la France. Voilà. Alors du coup, effectivement, on a des revendications qui peuvent être différentes, hein. Quand on dézoome au maximum, eh bien, c'est un peu comme si la nature se mettait en mouvement, était dans un système de rejet total. Vous avez des périodes comme ça où il y a recrudescence du volcanisme. Et bien là, c'est un petit peu la même chose au niveau social, à mon sens. Quel que soit, parce qu'évidemment, hein, les revendications des Hongkongais sont différentes des revendications des Gilets jaunes en France ou des Chiliens qui s'apparentent un peu plus, hein, puisque je crois qu'au Chili, ce qui a mis le feu aux poudres ou ce qui a fait déborder le vase, hein, avec la petite goutte, c'est l'augmentation du ticket de métro, je crois. En France, c'était l'augmentation du prix du carburant. Mais bon, ça reste symbolique, puisqu'on sait bien qu'il y a bien d'autres problèmes et que à un moment, cette petite goutte cristallise tous ces problèmes qui ressortent. Voilà. Et quels que soient les problèmes, quelles que soient les revendications qui semblent être complètement différentes. En Catalogne, ils vont revendiquer pour, entre guillemets, leur indépendance. Donc le leitmotiv, c'est la liberté. Euh, Quelles que soient ces revendications, il y a quand même deux points communs qui restent. C'est d'une part euh, la lutte contre les gouvernements en place, c'est-à-dire que les cadres traditionnels commencent à sauter, on ne fait plus confiance au gouvernement, quel qu'il soit. C'est quand même très net en France, je pense qu'il a raison, hein, on va dire. Et puis d'un autre côté, la répression gouvernementale qui, dans tous les cas de figure, on ne va pas rappeler un petit peu les faits, mais enfin quand on voit en France les blindés à Paris, d'habitude sur les Champs-Élysées, c'est plutôt pour le 14 juillet, hein, et ça rappelle euh, la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était qu'à ces moments-là où on avait des blindés dans la capitale. Là, ça a changé, hein. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques mois, il y avait quand même des blindés de la gendarmerie qui étaient là pour prévenir les manifestations et débordements, entre guillemets. Eh bien, le nombre de gens qui ont été mutilés, qui sont borgnes actuellement en France, hein, pays des droits de l'homme, vous avez la même chose partout, hein, la répression est forte. Donc on assiste, à mon sens, à un système qui est en train de s'effondrer, qui s'effrite, parce que finalement, tous ces pays, alors à des degrés divers, hein, mais sont décadents. Voilà. C'est très bien montré dans le film, hein, finalement. Le Joker est le pur produit de cette société déshumanisée et décadente, hein, et représentatif de la folie ambiante qui gagne un petit peu partout. Et qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Eh bien, moi je pense que ça va être compliqué. Parce que on est quand même dans une civilisation, le principe de la civilisation et de la démocratie, alors c'est une belle idée qui à mon sens a vécu, mais le principe de la démocratie c'est des groupes qui s'affrontent d'un point de vue idéologique, hein, dans le cadre légal,
et puis qui par le vote vont prendre le pouvoir à certains moments pour mettre en place leurs idées, et puis il y a une alternance qui s'opère, parce que quand vous faites mal et que vous perdez les élections, vous avez le groupe en face qui lui prend les rênes du pouvoir et qui met en place son truc, voilà. Mais dans tous les cas de figure, la civilisation présuppose effectivement, et la démocratie, des gens qui ne soient pas forcément d'accord sur tout, mais qui coopèrent, et ça me paraît fondamental. Et le problème, c'est que les gens n'ont plus envie de coopérer, à quelque niveau que ce soit. Alors, observer la France, moi, ça me paraît quand même être assez symptomatique, avec cette... c'est plus une fracture sociale, comme disait Chirac à l'époque. Pour moi, c'est un gouffre, c'est le canyon, c'est le grand canyon aux États-Unis, qui est en train de se mettre, qui se consume, la fracture est déjà consommée, mais là, c'est de pire en pire. Quand vous voyez les pompiers qui entament une guerre fratricide dans la rue avec les flics qui leur tapent dessus pour avoir une petite prime supplémentaire, les soignants également, ça c'est quand même assez symbolique, c'est quand même assez symptomatique, et c'est quand même très très grave. Et donc, pour le coup, quelle va être l'évolution de tout ça? On observe aux États-Unis la même chose quand vous voyez cette haine qu'il peut y avoir entre les démocrates et les républicains. Si vous votez Trump, vous vous faites traiter de raciste, de suprémaciste blanc et compagnie. Donc au niveau politique, ils font ce qu'ils peuvent pour se taper dessus. L'impeachment d'un côté, les pédophiles de l'autre qui se couvrent, c'est une catastrophe. Et dans la rue, c'est pareil. Je veux dire, les gens qui votent d'un côté ou de l'autre n'arrivent plus à se supporter. On voit bien les tolérants, entre guillemets, qui sont d'une intolérance incroyable, parce que, regardez en France, quand vous avez un avis qui est, distinct de la pensée officielle et de la propagande officielle, vous êtes tout de suite traité de dissident, de mal-pensant, voilà. Donc en fait, plutôt que d'écouter les différents courants d'idées, les vrais, évidemment, pas les plateaux télé où on fait venir... une opposition de façade avec des gens qui sont de toute façon dans le même moule idéologique. Quand vous faites dans une vraie démocratie et dans une civilisation normalement constituée, quand vous faites venir des factions différentes qui acceptent les règles, qui débattent, et qui reconnaissent leur défaite pour accepter la victoire de l'autre, mais qui travaillent de façon coopérative, eh bien la civilisation avance, et là très clairement, j'ai l'impression que c'est en panne, quoi, tout simplement. Donc, moi, l'analyse que j'en fais, c'est qu'on a des gouvernements partout dans le monde, comme ça, surtout dans les pays occidentaux développés qui sont en perte de vitesse. On a très clairement des gens qui ont pris le pouvoir et qui ont mis à leur service les appareils d'État, voilà. Le peuple commence à s'en rendre compte. Alors, vous avez toujours, évidemment, les gens qui sont perchés, qui n'ont pas compris encore ce qui se passait. Et puis vous avez les autres, les salauds, qui ont bien compris ce qui se passait, mais qui usent la feuille jusqu'au bout, parce qu'après moi le déluge. Mais dans tous les cas de figure, j'ai envie de dire que 99,9% de la population se trouve sur le même bateau, c'est-à-dire le Titanic. Alors moi, cette lutte de classe à 2 francs que je peux observer là, avec des gens qui sont sur le pont supérieur du bateau en train de danser la valse et qui sont incommodés parce que vous avez ceux qui sont en fond de cale qui commencent à avoir de l'eau jusqu'aux naseaux et qui n'arrivent plus à respirer, donc ils s'agitent un petit peu, alors ils sont incommodés, oui. Le problème, c'est qu'à un moment, l'orchestre va s'arrêter de jouer et eux-mêmes auront les pieds dans l'eau avant le reste. Donc voilà, je crois qu'il n'y aura pas de canot de sauvetage pour tout le monde. Et on voit bien cette résistance qui se met en place, cette opposition, ces conflits qui n'arrivent pas à se résoudre par le dialogue, tout simplement, accepter peut-être de... La démocratie, c'est ça aussi, il y a un vote, j'ai perdu, parce que la majorité a décidé d'eux, et là j'ai l'impression que ça marche plus comme ça. Voilà, comme je le disais aux États-Unis, si vous votez démocrate ou républicain, les gens se tapent dessus. Au niveau politique déjà, alors pour de bonnes raisons, parce que chacun a des intérêts financiers et de pouvoir dans l'histoire, mais alors vous avez le mouton de base qui se tape dessus, les bleus contre les rouges, etc. Parce que bon, pour des questions idéologiques, parce qu'ils sont dans la matrice, ils ont l'impression qu'ils sont la vérité absolue. Mais bon, il n'y a plus de coopération. Donc, au niveau individuel, que faire ? Il faut avoir conscience d'une chose déjà, c'est que quel que soit le niveau de préparation, contrairement à ce que peuvent croire les survivalistes, eh bien quel que soit le degré de préparation, il y a un facteur chance qui est énorme. Voilà, il y a un facteur chance qui est énorme et vous pouvez vous faire surprendre par la marée montante comme n'importe quel kéké de base qui n'aura rien fait, qui n'a rien préparé, voilà, c'est tout. Ça c'est important, c'est comme dans un combat, vous avez beau être préparé,
le chaos arrive sans crier gare et ça peut vous tomber dessus à tout moment, quel que soit votre niveau de pratique. C'est comme ça, il faut l'accepter. Maintenant, quand on voit comment les choses se développent, alors moi, ma stratégie, c'est évidemment d'être mobile pour essayer de ressentir la chose et de me positionner au bon moment, parce que la notion de timing est fondamentale. Et j'en discutais avec un copain dernièrement qui me disait, bah oui, mais où aller? Alors lui, il vit en France, il me dit, moi, ma stratégie, c'est effectivement d'utiliser tous les leviers qui sont à ma disposition pour optimiser ma vie, hein, voilà, au niveau stratégie de vie. Alors, moi, même si je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense qu'en France, il y a vraiment de trop grosses forces de frottement, mais bon, ça, c'est un autre débat. J'ai envie de dire, voilà, on fait ce qu'on peut, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, tout le monde ne peut pas forcément s'expatrier ou n'en a pas envie, ou ne veut pas faire les sacrifices qui s'imposent. Maintenant, la question n'est pas de savoir où vous devez aller actuellement. La question, c'est de connaître déjà ces notions de cycle, et de se dire que le timing est fondamental. C'est-à-dire qu'à un instant A, vous êtes bien ici, puis à un instant A1, bah, il ne faut plus y être. Et à un instant A2, il ne faut peut-être pas être là, il faut peut-être être ailleurs. Donc ça veut dire qu'il faut avoir la capacité de réfléchir, d'avoir des informations fiables et puis de prendre des décisions. Ouais, il faut revenir aussi à un truc fondamental qu'on appelle la responsabilité individuelle, parce que là, il n'y a personne qui pourra sauver vos fesses, donc il faut décider, il faut prendre des risques. Voilà, il faut revenir à ce qu'étaient nos ancêtres, hein, des gens qui étaient quelque part beaucoup plus autonomes que nous, hein, aujourd'hui. Et donc la question fondamentale, c'est pas de savoir où il faut être aujourd'hui. La question fondamentale, c'est de savoir où il ne faut pas être, surtout. Alors ça s'applique à votre lieu de vie, ça s'applique au métier que vous occupez actuellement, qui va être, à mon sens, disrupté. Certes, il y a beaucoup de métiers qui vont être disruptés dans les années qui viennent, très clairement. Ça s'applique aussi à votre capital. Voilà, alors on me dit, ouais, bah oui, le capital, c'est peut-être un sale mot, mais c'est quand même une réalité. 60% des Français sont propriétaires de leur maison. Être propriétaire foncier, bah, c'est avoir du capital. Et est-ce que c'est judicieux aujourd'hui d'avoir du capital, et tout son capital en France, dans de la pierre? Je ne sais pas, à vous de répondre à la question, mais en tout cas, il faut se la poser, cette question. Donc la question fondamentale est celle-là, c'est où ne pas être aujourd'hui. Voilà. Alors je sais, c'est pas évident parce que bah, quand on observe le monde, c'est compliqué, voilà. Mais je pense que c'est vraiment le paramètre essentiel. Avoir conscience que tout bouge, hein, voilà. Et de se dire, bah ouais, il y a des endroits où il ne faut pas être pour l'instant. Alors ça ne veut pas dire que là où je suis aujourd'hui, bah, ça sera encore valable après-demain. Mais si vous vous rendez le plus mobile possible, vous avez plus de chances de bouger au bon moment. Alors évidemment, il faut lutter contre des biais psychologiques de confort, essentiellement personnels. Et puis, bah, il faut se mettre en mouvement, hein, voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut revenir à l'esprit des chasseurs-cueilleurs, vous savez, une forme de nomadisme. Alors, pas perpétuel, hein, puisque, voilà, mais bon, comme on voit que la civilisation, de toute façon, tend à se casser la gueule, bah, il vaut mieux être un peu nomade dans un premier temps, et puis pour mieux sentir un peu les opportunités. Voilà, tout simplement. Maintenant, j'ai envie de vous dire, quels que soient les systèmes de sécurité que vous mettrez en place, ça va être très compliqué parce qu'on voit bien que les États ne veulent pas disparaître, hein, et même s'ils sont plus adaptés à ce qui vient, bah, ils ne veulent pas disparaître. On voit la technologie permet des choses incroyables en termes de reconnaissance faciale, en termes d'ingénierie sociale, hein, de contrôle social. C'est assez terrible, hein, même au niveau financier, hein, on voit bien. Moi, j'ai mis la main sur un document du Fonds monétaire international qui date d'avril 2019. Tout le monde peut le télécharger, c'est en anglais, je n'ai pas trouvé en français. Mais bon, il vous explique gentiment comment ils vont vous baiser la gueule avec le cash, hein, puisque bon, voilà, s'il y a une crise, on va descendre un peu plus en taux négatif. Donc pour les kékés communistes qui n'ont pas encore compris, c'est pas taxer les riches, hein, c'est taxer l'abruti moyen qui n'a rien compris. Donc vous avez 1000 balles en compte bancaire, vous voulez retirer, bon, on va vous taxer déjà parce que avoir des dépôts sur un compte comme c'est voilà, les intérêts négatifs, bah, vous récupérerez que 950 euros. Et si vous voulez retirer du cash parce que vous dites non, ouais, pourquoi laisser à la banque, je vais retirer, eh bien quand ça sera verrouillé, on vous dira ok, très bien, mais on va mettre une taxe sur le cash. Donc peut-être on vous dit bah oui, bah, vous demandez 1000 euros, on vous donne 600 euros. Et avec ces 600 euros, bah, si vous voulez payer chez le commerçant, lui-même payera une taxe supplémentaire. Donc il préférera évidemment se faire payer par le bitcoin européen qu'ils auront sorti à cette époque-là, ou par la CB tout simplement. Donc
voilà, je veux dire, dans l'histoire, dans les années 30 aux États-Unis, l'or, la détention d'or pour les particuliers était interdite. Il faut se rendre compte de ça aussi. Donc même si vous avez des pièces d'or, vous allez vous faire couillonner aussi. Donc maintenant, encore une fois, comme je dis, il faut avoir conscience des cycles et du timing, parce que le timing est fondamental. Il y a des choses que vous pouvez faire aujourd'hui que vous ne pourrez plus faire demain. Et une des plus mauvaises attitudes à adopter, c'est de se dire ah bah comme c'est baisé tout de suite, je fais plus rien. Non, non, non. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un timing pour tout. Il faut prendre une longueur d'avance. C'est un peu comme les échecs ou comme le jeu de dames. C'est pas plus compliqué que ça. La mise en pratique est compliquée, mais le principe du jeu est pas très compliqué. Hein. Donc anticiper. Voilà, anticiper. Et puis j'ai envie de vous dire aussi un truc, hein, c'est que on est tous codés pour la lutte dans notre ADN. Donc au-delà de ça, la victoire n'est pas assurée. Hein. Quelle que soit l'issue du combat, ce qui est important, c'est de rester debout plutôt que d'être déjà mort, à genoux, à ramper.